Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha XJ600 de 1989. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai encore aujourd'hui la possibilité de tester une machine de collection grâce à l'un de mes abonnés qui s'est déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin de me la prêter. Merci encore à lui. Donc si vous suivez ma chaîne, le terme XJ6 doit vous parler, vu que c'est le nom d'une moto que j'ai testée à maintes reprises. Et pourtant, aujourd'hui, on est sur une moto que je n'ai jamais testée. On est sur une des premières Yamaha XJ6, un modèle des années 80. Alors je rappelle qu'à l'époque, cette moto, elle se voulait un peu sport, même si maintenant ça peut faire sourire. À l'époque, cette XJ6, lorsqu'elle a été mise en vente, c'est-à-dire en 1984, eh bien, elle était vraiment considérée comme une sportive aussi adaptée au quotidien. Esthétiquement, on retrouve les codes bien sûr des années 80, donc c'est un peu à l'ancienne. Vous avez ce carénage qui prend essentiellement en place en partie haute. Le moteur n'est que assez peu caréné, il est très visible. Et bien sûr, comme la plupart des motos qui se voulaient un peu sport à l'époque, elle est motorisée par un 4 cylindres en ligne. Celui-ci fait 600 cm3. C'est un moteur à refroidissement air et huile, d'où la présence de très grosses ailettes. Et celui-ci est donné sur la fiche technique pour produire 72 chevaux. La moto, elle, n'est pas trop lourde, vu qu'elle est donnée pour environ 200 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 20 litres de carburant. Aujourd'hui, j'ai la chance de tester une machine de collection qui est encore très proche de la configuration d'origine en 89. Les seules grosses modifications sont tout d'abord au niveau esthétique. La machine, vous le voyez, a été complètement repeinte aux couleurs des Lotus de l'époque en Formule 1, qui était sponsorisé donc par John Player Special. Et vous avez les clignotants qui ont été remplacés par des modèles un peu plus petits. Sinon, l'ensemble de la machine est encore d'origine, ce qui est vraiment rare. Actuellement, on a même encore les échappements d'origine. Et ça, c'est le truc le plus rare à trouver sur ce genre de machine, vu que ce n'est plus produit par Yamaha depuis un bon moment. Lorsque l'on prend les commandes de cette moto, la première chose qui surprend, c'est sa finesse. Elle est vraiment très fine pour une 600. Quand on la regarde par l'arrière, on a vraiment l'impression d'être face à une moto d'une cylindrée bien plus faible. Et lorsque vous montez dessus, la bonne surprise, une fois de plus, c'est que la hauteur n'est pas trop élevée. On arrive à toucher le sol relativement facilement. Le problème, par contre, c'est que j'ai les commandes au pied qui me gênent et qui m'obligent à sortir les jambes vers l'extérieur lorsque je veux garder l'équilibre. La position sur cette machine est assez déroutante parce qu'on a des guidons bracelets mais qui sont rehaussés, vous pouvez voir qu'ils remontent assez haut et donc on est un tout petit peu penché vers l'avant, le guidon est quand même relativement large et les repose-pieds eux sont très hauts et un petit peu vers l'arrière. Donc on a une position plutôt typée sport, mais ce qui surprend le plus c'est vraiment le fait d'avoir les jambes et les genoux très pliés. Sur une machine de ce genre, on n'est plus habitué à ça. Donc là, vous voyez, je peux m'arrêter, je peux mettre un pied complètement à plat, mais l'autre, je ne peux pas. Allez, on accélère un bon coup. Vous pouvez voir que le moteur fonctionne parfaitement bien. Il prend bien vite ses tours. Et la sonorité, avec ces deux échappements d'origine, est vraiment très calme. On n'a pas du tout les envolées qu'on pourrait avoir sur des machines avec des pots adaptables. On verra tout à l'heure en montant plus haut dans les tours si ça s'améliore ou pas. Actuellement, je n'ai plus les rétros d'origine et clairement, ceux qui sont installés actuellement ne me permettent pas vraiment de voir ce qui se passe derrière. Ils sont beaucoup trop courts, je vois que mes bras, c'est assez pénible. Et il semblerait, selon le propriétaire, que les modèles d'origine avaient exactement les mêmes défauts. Allez, je réaccélère un peu. Dès les bas régimes, ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai que
pour un 4 cylindres, on a l'impression qu'en dessous des 3000 tours, il galère un petit peu. On vérifiera ça tout à l'heure. Donc vous le voyez, la machine est équipée d'une bulle qui est encore d'origine aujourd'hui, hein, mais c'est plus esthétique qu'autre chose. En roulant à 80, j'ai déjà pas mal d'air qui arrive sur moi. Alors nous allons prendre ce petit virage à basse vitesse et clairement la machine est très facile à prendre en main. Bon, il suffit de regarder où on veut aller, la moto y va toute seule, il n'y a pas besoin de forcer sur les commandes. On sent pas vraiment le poids de la machine, hein. On a l'impression vraiment qu'elle bouge toute seule. Donc les amis, me revoilà sur la route que j'utilise à chaque fois pour tester l'accélération. On va bien sûr faire le même exercice avec cette XJ600. Donc je rappelle qu'on est sur une machine qui développe 72 chevaux pour environ 200 kg. Là on a le plein. Il n'y a bien sûr aucune aide électronique et le moteur est alimenté par carburateur. Allez, on est parti. Let's go. Eh bien, ça marche plutôt pas mal pour une vieille mémère. Je suis arrivé à 100 km/h en 3e. Après, c'est vrai que je suis pas allé jusqu'à la zone rouge. J'aurais peut-être dû. On va essayer de monter plus haut dans les tours, dans l'autre sens. On va faire un demi-tour ici. Donc, je signale bien sûr mon intention de tourner. Vous voyez que je touche par terre, mais j'ai vraiment les repose-pieds qui me gênent. Je braque à fond et là le problème c'est qu'avec ces nouveaux rétros, eh bien j'ai les tiges qui tapent sur le carénage, donc je peux pas braquer à fond. Ça c'est un peu dangereux, il faut l'avouer. Bon, finalement hein, ça braque plutôt bien. Je finis pile sur l'autre fil. De toute façon quand on voit le gabarit de la moto, on se doute que c'est vraiment ultra facile et ultra maniable. On est reparti pour une accélération. Ce coup-ci, j'essaie de monter un peu plus haut dans les tours et ensuite je me concentre sur le freinage. Allez, let's go. Et je ralentis. Le frein arrière freine plutôt bien. Et le frein avant, le frein avant par contre, lui, il est très mou, hein. C'est vraiment à l'ancienne, hein. C'est là qu'on voit les grosses évolutions qu'il y a eu sur ces 30-40 dernières années. La plus grosse, la plus perceptible, c'est vraiment le freinage, hein. Sur cette machine, on a quand même à l'avant un double disque de frein. Mais quand on tire sur le levier, il se passe quasiment rien. Il faut vraiment mettre une force assez élevée pour sentir la machine ralentir. Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de retour. Le feeling du frein avant est vraiment mauvais. Contrairement au frein arrière qui lui freine plutôt bien. Surtout qu'en plus, sur cette machine, les deux leviers, que ce soit le frein ou l'embrayage, ne sont pas réglables. Et pour moi, ils sont un peu loin. Donc j'ai vraiment des difficultés à maximiser la pression sur le frein avant. Bon, concernant les performances, vous avez pu voir que finalement le moteur monte à plus de 9000 tours sans aucune difficulté. Donc il fonctionne encore très bien. On va maintenant prendre ce petit rond-point. La machine s'incline vraiment super facilement. De nouveau, il n'y a vraiment pas d'effort à mettre sur les commandes pour incliner la moto. C'est très certainement dû à la faible largeur des pneus. On a des roues en 18 pouces sur ce véhicule. À l'avant, c'est du 90 de large et à l'arrière uniquement du 110. Donc actuellement, même une 125 aurait des pneus plus larges que cette 600. Et ça lui donne une facilité vraiment déconcertante. Les commodos sur cette machine sont relativement classiques, sauf qu'ils sont un petit peu carrés, comme souvent dans les années 80. On retrouve sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage. Sur la droite, vous avez démarreur coupe-circuit, ainsi que le bouton qui permet d'allumer l'éclairage, vu que ce n'était pas automatique à l'époque. Mais bien sûr, il n'y a pas de feu de détresse. Le tableau de bord est lui assuré par 3 gros compteurs à aiguilles, que vous voyez juste devant moi. La vitesse, le compte-tours en plein milieu et sur la droite la jauge de carburant. Et vous avez en partie basse quelques voyants de base pour le neutre, la pression d'huile, l'allumage des feux, ce genre de choses. Alors je suis de nouveau en ville, on va essayer de voir si ce moteur est souple. Pour l'instant je suis à 40 à 2000 tours et si j'essaie de reprendre, vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté.
je vais me mettre sur le rapport le plus élevé et ça reste plutôt efficace, hein. La boîte de vitesse par contre, quand on change les rapports, est un peu dure, un peu lente. De toute façon, Yamaha n'a jamais été réputée pour ses boîtes de vitesse, surtout à l'époque. Allez, je passe tous mes rapports, voyons si c'est souple. Donc là, je suis à 1000 tours à 25 km/h. Et vous voyez que sur le ralenti, eh ben, ça bouge pas. Je peux même réaccélérer. Forcément, il y a très peu de performance, mais ça repart. C'est quand même relativement souple. Mais on sent bien que le moteur préfère quand même être maintenu au-dessus des 3000 si vous voulez avoir un minimum de reprise, hein. Un point qui est déstabilisant, c'est les fixations que vous avez au niveau de vos talons, afin de ne pas cramer vos bottes directement sur les échappements. Il y a des petites protections et clairement c'est un peu déstabilisant. Au début on se dit mais qu'est-ce que c'est cette résistance qu'il y a derrière nos chaussures, et en fait on s'y fait assez vite, hein. Alors je ralentis pour prendre ce Dodan, je descends à 30 km/h. Les suspensions actuellement sont plutôt bien réglées, c'est-à-dire qu'elles sont pas trop molles, la moto s'assoit pas à la descente du Dodan et c'est pas trop ferme non plus. Là je l'ai pris un peu plus vite, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, hein, c'est une technologie à l'ancienne. À l'avant vous avez une fourche classique qui n'a pas l'air d'être réglable, et à l'arrière pareil, un amortisseur qui n'a pas l'air d'être vraiment réglable. Quand on reste aux alentours des 3-4 000 tours, la machine est vraiment plaisante. Elle fait très peu de bruit, elle vibre très peu, elle est efficace, et je suppose que sur cette plage elle consomme aussi très peu. Allez, me voilà maintenant dans une succession de virages. On va essayer de monter un peu dans les tours. Et en fait c'est pas le moteur le problème, c'est vraiment le frein, quoi. Je me sens pas de rouler vite avec une machine avec si peu de frein avant, quoi. Et c'est un peu dommage parce que sinon elle est vive, elle prend les virages sans difficulté, et elle aurait même tendance à vous inciter à vous déhancher un peu. Je comprends mieux pourquoi on l'a considérée un peu comme une sportive à l'époque, hein. Finalement, la bonne surprise, c'est que même en prenant de la vitesse, la protection ne décline pas vraiment. Que je sois à 70, 80, 90 ou un peu plus, pour l'instant, j'ai pas vraiment plus d'air qui arrive sur moi. Peut-être que j'ai la chance d'être pile au bon gabarit pour que cette bulle soit efficace. Allez, encore un petit rond-point. Ça s'incline vraiment très facilement. Mais c'est vrai que j'aurais préféré sur cette machine avoir un guidon standard et non pas des bracelets rehaussés. Je pense que ça m'aurait donné encore une meilleure maniabilité. Et ça fait pas très longtemps que je roule, là ça doit faire à peu près une demi-heure, et j'avoue que j'ai déjà quand même un peu mal au poignet. Alors dans un rond-point c'est toujours aussi facile, hein, ça se bascule d'un angle à l'autre avec tellement de facilité qu'on se demande vraiment pourquoi il n'y a plus de moto maintenant qui est équipée de pneus très fins comme ça. Les gens veulent absolument que ce soit énorme pour montrer qu'ils ont la plus grosse, mais techniquement ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein. Allez, droite, gauche, droite. Ouais, elle est vraiment tellement facile à basculer que j'ai même pas l'impression d'utiliser le guidon. J'ai juste l'impression de donner des petits coups de bassin et que ça bouge tout seul. Ça c'est vraiment génial, hein. Allez, nous allons faire un petit tour sur l'autoroute. On va dépasser ce poids lourd. Et puis cette voiture. Allez, j'accélère à fond. Je vais faire un test de reprise, donc je suis sur le dernier rapport à 110, j'accélère à fond. 120, 130, 140. Et au-delà des 140, j'ai vraiment beaucoup de vibrations d'un seul coup. D'ailleurs, vous pouvez voir que le compteur, lui, il est en train de twerker, quoi. J'ai jamais vu un compteur bouger autant. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, on est bien sûr à l'ancienne avec des feux à ampoule halogène. Mais esthétiquement, ce qui est assez bizarre, c'est le feu avant et arrière semble disproportionné par rapport au reste de la machine. C'est assez surprenant au niveau du look.
Vraiment, ce qui est génial avec cette machine, c'est qu'elle est tellement facile, étroite, maniable, que même dans une zone avec un trafic un peu dense, on est vraiment à l'aise. Et on est de nouveau un petit freinage, frein arrière, frein avant. Ça réapprend à freiner, ce genre de machine. Faut vraiment anticiper, pas se retrouver dans l'obligation de faire un freinage d'urgence. Parce que là, pour le coup, ça se passera pas comme avec une moto moderne. Allez, j'accélère mon coup. Finalement, cette machine, au niveau dynamique, c'est plutôt une bonne surprise pour moi. Je m'attendais pas à une moto aussi vive, aussi fun. Et même juste au niveau des performances moteurs, c'est encore tout à fait contemporain. On a suffisamment de patates. Maintenant, parlons un petit peu de l'équipement de cette machine. On retrouve sur celle-ci une grande selle qui permet, si nécessaire, bien sûr, de rouler avec un passager sans difficulté. Surtout qu'en plus, à l'arrière, vous avez une grosse poignée en aluminium qui permet à votre passager de se tenir. Une assez jolie pièce, il faut l'avouer. En termes de rangement, vous avez la possibilité bien sûr de démonter la selle et vous tombez sur un rangement suffisamment grand pour mettre un gilet jaune, un bloc disque. C'est quand même mieux que sur certaines machines modernes, mais à l'époque il y avait des concurrentes qui avaient des rangements bien plus grands. Et au niveau des accessoires, vous avez quand même 2-3 trucs sympas, comme par exemple la présence d'un attache-casque. Et vous avez aussi une béquille centrale qui était fournie d'origine. Ça, c'est vraiment très pratique pour faire l'entretien au quotidien. Et la dernière très bonne surprise sur cette machine, c'est la consommation. C'est une moto ancienne à carbu, donc on s'attendrait à ce que ça consomme quand même pas mal. Et pourtant, le propriétaire m'indique qu'en roulant cool, il arrive à descendre à 5 litres d'eau au 100. Et globalement, déjà sur les fiches techniques de l'époque, elle n'est jamais donnée à plus de 6 litres au 100. Donc clairement, c'est vraiment une bonne machine. Avec le réservoir de 19 litres, vous pouvez faire 350 km avant de faire un plein. C'est vraiment bien. Donc globalement, même si on la compare encore avec des machines modernes, vous pouvez voir qu'elle n'a pas grand chose à se reprocher. Elle est bonne dans quasiment tous les domaines, sauf le freinage, où là, on voit que les années ont vraiment amélioré les dispositifs pour nous ralentir. Sinon, sur le reste, elle a des caractéristiques contemporaines. Et vous pouvez avoir tout ça pour un tarif vraiment très faible, vu que d'occasion, ça se négocie entre 1000 et 1500 euros. Donc le tarif n'est absolument pas un problème. Le problème, c'est de réussir à en trouver une. Il y en a quand même quelques-unes à vendre sur les sites d'annonces, mais la plupart ont subi la mode de la customisation, des cafés racers, scramblers et tous ces autres courants. Malheureusement, maintenant, on n'en trouve quasiment plus d'origine. En termes d'entretien, en plus, ça ne coûte pas forcément très cher, c'est une mécanique simple. Le seul problème, c'est que si vous recherchez des pièces d'origine au niveau des carénages, là, ça va être très compliqué de les trouver. Mais pour le reste, les consommables se trouvent encore. Même les pneus fins en 18 pouces se trouvent. Mais forcément, vous aurez moins de choix que si ça avait été du 17 pouces dans des tailles standards. Donc si vous cherchez une machine avec un look typé années 80 pour vraiment pas cher et encore utilisable au quotidien sans difficulté, cette XJ600, pensez-y, si vous en trouvez une, ça peut être le bon plan. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette moto. Si vous avez des questions, eh bien mettez ça dans les commentaires. Si vous avez possédé cette XJ600 ou si vous la possédez encore, dites-nous quels sont les aspects à vérifier si jamais on désire en acheter une maintenant que c'est une machine de collection. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience, car cette machine devenant très rare en configuration d'origine, il n'y a pas forcément beaucoup de données disponibles sur internet. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici avec cette moto de collection pour me la faire tester. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que je fais mes tournages dans la région de Rouen, en Normandie.
J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et j'espère également qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test, vu que j'en produis très régulièrement. Il me reste maintenant qu'à vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Mais à tous! Donc le test de cette XJ600 de 89 confirme une fois de plus ce que je pense de ces machines, c'est-à-dire qu'à l'époque, niveau moteur, ils avaient déjà largement ce qu'il faut. La seule chose qui craint un peu maintenant, c'est le freinage. Mais heureusement, si vous désirez restaurer ce genre de machine, il est possible d'améliorer le freinage, mais souvent le coût de cette modification est assez élevé.